Bonjour à tous, merci. Donc, est-ce qu'il reste des places vacantes? J'ai pas l'impression. Bravo, merci pour votre présence. Donc, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. En réalité, il n'y a pas d'échec facile ni de réussite définitive non plus. Quelqu'un qui réussit, voilà, est-il condamné à réussir toute sa vie? Voilà, c'est très large et ça tombe bien. Nous avons 1h30 pour discuter de ce vaste sujet avec Marc Alperovitch, président d'Isograd, que nous accueillons avec des applaudissements. Allez-y, Marc. Vous êtes au fond, on commence par la gauche. Véronique Kella, présidente de l'Académie des Césars de 2020 à 2024. Madame, après vous. J'ai commencé par la gauche, c'est vrai que c'est pas logistiquement le point le plus intéressant. Laurent Cotteret, avocat chez Auguste Debouzy. Bienvenue, maître. Laurent Cotteret, Véronique Kella, Nina Métayer, chef pâtissière, que tout le monde connaît désormais. Et Pascal Ruffnac, président du directoire et directeur général de Bayard, qui jusqu'à encore très récemment. Bienvenue. Bienvenue à tous les 5. Alors, nous avons aussi, voilà, bienvenue à vous aussi. Vous êtes nombreux, les étudiants. Voilà, pour un dimanche après-midi, vous êtes mobilisés, vous êtes là, vous avez des questions, vous êtes motivés, vous êtes souriants en plus. Quel aplomb. Bravo. Donc 1h30 ensemble. Sylvain Kern a été formel. Hein. L'idée, c'est qu'il y ait 50-50, c'est-à-dire 50-50. En fait, c'est un bien gros mot parce que donc on a un joli panel de 5 personnes. On a 7 étudiants. Et on a vous aussi. Vous êtes nombreux et vous aurez des questions probablement. Donc je vais tâcher de prendre le moins de place possible pour vous en laisser le plus possible. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je le disais justement, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Ça vous inspire quoi Là, je me tourne à ma gauche, je me tourne à ma droite. Ça vous inspire quoi ce thème? Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Est-ce que le titre de cette conférence, vous le titreriez autrement? Est-ce que ça vous inspire quoi, Pascal Ruffnac? Est-ce que le titre est bon? Est-ce que vous... J'ai trouvé que c'était assez banal comme titre, en fait. Un peu banal et pas très... Après, moi, j'ai essayé de contourner un peu en parlant de la question du destin, voilà, qui est une autre façon de parler des choses, ou du sens à donner à sa vie. Mais ça m'a paru évident. Donc, je me suis dit, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On va attaquer les choses différemment. Voilà. Mais la littérature, depuis ses origines, raconte des destins de peuples, d'individus, mais c'est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, on va dire, elle a pris un tournant où souvent c'est des héros qui sont proches de nous, qui vivent pas forcément dans notre monde, mais qui ont une proximité, on va dire, humaine, que ce soit Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Emmanuel Carrère, aujourd'hui, d'une certaine façon. La Chartreuse de Parme, ça raconte des destins de personnages qui souvent vont d'échec en échec ou de réussite en réussite, mais à la fin, ce qui est intéressant, c'est que ça forme un destin, voilà. Et que ce destin, alors soit le héros en est, comment dire, la victime, soit au contraire, il a réussi à le forger. Et donc moi, c'est autour de ces questions-là, c'est comment on se forge un destin, mais comment on arrive, pierre par pierre, échec ou réussite, voilà.
Parce que je pense toujours, il y a une phrase de Jean-Paul Sartre, alors je sais qu'aujourd'hui on n'aime plus tellement le citer, qui dit... Il a été cité 3 fois hier après-midi que j'ai animé une table. Dans les mots, un très très beau livre autobiographique, toute vie est l'histoire d'un échec, parce que devant l'énormité des choses à faire, à déplacer, etc., on ne réussit qu'à faire bouger des choses infimes. Voilà. Donc peut-être que c'est vrai, mais face à ça, face à cette dimension d'échec, qui est pour nous tous la mort à la fin, en tout cas, quel que soit, c'est une forme d'échec de la vie, voilà, on peut réussir à éclairer le destin. Ce que vous dessinez, c'est finalement, il n'y a pas de manichéisme, c'est-à-dire, il n'y a pas les vies, parce que voilà, on parle, je vois Nina Métayer qui a 3 millions d'abonnés, non, peut-être moins quand même, oui, un peu moins, bon, qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on laisse transparaître le plus souvent, c'est la réussite. En réalité, aucune vie n'est façonnée uniquement de réussite ou d'échecs. C'est un espèce de... tout ça vit ensemble, quoi. En tout cas, il y a des échecs qu'on répète tout le temps, toujours les mêmes, et on voit très bien qu'il y a des schémas dont on ne sort pas, que ce soit dans l'amour, dans le travail, etc. Il y a des formes d'échecs répétitifs qui nous enferment, et il y a des échecs qui nous délivrent de quelque chose, parce qu'on a réussi à l'analyser, à comprendre le ressort qu'il y avait dedans pour nous faire avancer. Voilà. En tout cas, comment échapper aux échecs qui se répètent, ça me paraît. Il y a un homme qui m'a vraiment impressionné. Si j'avais un exemple à donner, c'est un nageur, Steven Wart, qui est à Boulogne, vous savez, parce qu'il a perdu son travail, sa femme l'a quitté, etc. Il s'est retrouvé dans un hangar à Boulogne, tout seul, au fond du trou. Et là, il a décidé tous les jours de nager pendant 10 heures pour traverser la Manche aller-retour à la nage. Voilà, il ne se nourrissait que de poissons gras, etc. Il a forci, et il a traversé l'aller-retour de la Manche à 9 degrés pendant 35 heures. Voilà. Ce type, il était au fond du trou, il était à Boulogne, au bord de la mer, dans un hangar. Pendant 1 an, il s'est entraîné, il a fait ça. Je veux dire, c'est un truc de dingue, inhumain. Voilà. Voilà. Et d'un seul coup, sa vie est repartie complètement autrement. Après, voilà. Donc ça, c'est superbe. C'est des échecs qui forgent, nécessaires pour la vie, pour la vitalité. Est-ce que, si je me tourne à ma gauche, déjà, ce que vient de dire Pascal Ruffnac vous inspire? On commence fort quand même avec ce genre de propos. Laurent Cauterets, Marc, allez-y. Alors, en fait, au départ, j'ai fait un peu la même analyse, c'est-à-dire que le thème était pas évident et qu'il fallait essayer de dire des trucs intéressants. Parce que quand même, les gens viennent. C'est toujours la même chose, hein, il faut. Oui. Et donc j'ai un peu réfléchi en me plaçant vraiment du côté de l'entrepreneur, c'est-à-dire pas ma boîte, mais l'entrepreneur que je représente. Et il y avait dans cette question la question de la réussite facile. En fait, la plupart d'entre nous ont envie de gagner de l'argent. Et dans l'entrepreneuriat, le succès, qui est l'opposé de l'échec, souvent il est associé à de l'argent. Donc, si la réussite était facile dans l'entrepreneuriat, s'il n'y avait pas l'échec, en fait, il y aurait énormément de vocations d'entrepreneurs. Tout le monde aurait envie d'être entrepreneur, vu que ce serait le moyen de réussir à obtenir un certain confort matériel. En fait, non. Malheureusement, l'entrepreneuriat, c'est toujours difficile. Donc, il n'y a pas de réussite facile. Parfois, il y a des gens, on se dit, oui, ils ont une boîte, elle a décollé tout de suite, ils ont trouvé des financements, c'était génial. Ouais, mais ils ont eu l'idée. Trouver l'idée, la bonne idée, celle qui va faire une société qui fonctionne, ça c'est déjà extrêmement difficile. Alors peut-être qu'une fois qu'on l'a eu, la vie est simple, mais il faut l'avoir. La deuxième chose, c'est la notion d'échec. Quand on pense à l'entrepreneur et à l'échec, on envisage le dépôt de bilan, le tribunal de commerce, ça y est, c'est fini. Et la réussite, on imagine l'entrée en bourse, la revente. Mais en fait, c'est pas du tout ça, je crois, et je pense qu'il y aura d'autres gens qui pourront rebondir là-dessus. C'est la vie du patron de PME ou de l'entrepreneur, c'est plutôt une série de micro-échecs et de micro-réussites quasi quotidiennes ou hebdomadaires. C'est une sorte d'ascenseur émotionnel entre oui, c'est super, aujourd'hui, il y a ce truc-là, et puis le lendemain, il y a un échec. Donc, on va pas s'arrêter à l'échec définitif. C'est pas vraiment le quotidien de l'entrepreneur, l'échec définitif. C'est plutôt la micro-réussite et le micro-échec. Parce que la réussite totale, on reprend le titre de cette conférence, la réussite totale et l'échec total, ça n'existe pas. Laurent Cauterets, là, vous faisiez
Marc parlait à l'instant du tribunal, c'est-à-dire le coup près, pas très agréable. Vous, dans votre métier d'avocat, c'est réalité, et que ce soit dans l'échec comme dans la réussite, vous en croisez, j'imagine, beaucoup. Oui, bien sûr. D'autant que moi, je fais essentiellement des entreprises en difficulté, même que des entreprises en difficulté. Donc l'échec, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors déjà, en tant qu'avocat, en tant que témoin des entrepreneurs, il n'y a pas de réussite facile. Je peux vous le confirmer, ça fait 20 ans que je suis avocat, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'avantage dans cette position de tierce, même si on peut considérer qu'en étant avocat, on est souvent entrepreneur aussi. Il y a une phase entrepreneuriale, bien sûr, mais en étant témoin, tous ceux que j'ai vus réussir, ce sont des gens qui ont, à un moment ou à un autre, connu des échecs, ont eu des parcours. Ce sont tous des bosseurs, ce sont tous des gens qui travaillent déjà, énormément. C'est ce que j'allais vous dire. C'est beaucoup de travail, évidemment. Et donc, il n'y a aucune réussite qui est facile. Enfin, moi, j'en ai pas vu, j'en ai pas rencontré. Après, par rapport à cette vision du tribunal de commerce, ce qui est très important, c'est en fait de savoir acter son échec. Il y a un moment où, effectivement, on peut se relever d'un échec. Donc, il n'y a pas d'échec pour moi définitif. On peut rebondir, on peut effectivement s'orienter vers d'autres voies, reprendre, etc. Mais par contre, ce qui est pire que tout, c'est de savoir s'enferrer dans l'échec. Et effectivement, ce qu'on voit régulièrement, et on essaie de sauver des entreprises, et ça, c'est l'expérience du métier qui me l'a appris, s'acharner, en fait, n'a rien de bon. Et les statistiques, d'ailleurs, du tribunal de commerce le montrent, puisque même quand on fait du bouche à bouche ou un massage cardiaque sur une entreprise, on s'aperçoit qu'une année, 2 années après, elle finit toujours par tomber et elle ne tient pas ses plans. En fait, par exemple, les plans de continuation des entreprises, 85% des entreprises qui ont connu un plan finissent toujours en liquidation au bout de 3 ou 4 ans. Donc il y a vraiment un truc important qui est d'acter l'échec. Alors, est-ce que justement, ce que vous dites, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Si vous dites 85% des boîtes, c'est énorme. Donc, pourquoi on n'en tire pas des conclusions? Pourquoi on donne du souffle, de l'espoir? Parce que ce que vous dites, pardon, c'est un petit peu peut-être négatif dans une certaine mesure, mais c'est peut-être nécessaire dans le sens où si 85% des boîtes ont de toute façon vocation à péricliter, pourquoi donner cette once d'espoir? 15%, je ne dis pas que c'est rien. 15%, eh bien, c'est en train de changer. C'est une culture? Non, c'est en train de changer. La culture française, déjà, il y a un problème dans la culture française, c'est que l'échec, en réalité, ne vous permet souvent pas de rebondir rapidement ou facilement parce que vous êtes marqué du fer rouge. Quand vous allez voir une banque après être inscrit sur le CABIS et après avoir fait une procédure collective, c'est très, très difficile de retrouver du crédit. Et deuxièmement, ce que je remarque ces dernières années, c'est qu'il y a véritablement un changement de mentalité, tout du moins du côté des tribunaux. Je prends l'exemple de Camaïeu. Camaïeu, que vous connaissez tous, c'est une entreprise qui, effectivement, aurait pu encore une fois subir un énième sauvetage comme toutes ces entreprises de la distribution. Et pourtant, le tribunal de commerce de Lille a acté de l'échec, c'est-à-dire a dit non, ça s'arrête là, liquidation judiciaire, même si c'est douloureux, même s'il y a un fort impact, on ne va pas refaire la énième relance parce que ça permettra d'arrêter les dégâts. Eh bien, du côté des tribunaux, l'échec et acter de l'échec, ce qui est la chose la plus importante, commence à être admis dans la culture. Dans la culture donc, du tribunal, et elle est aussi admise dans les études supérieures également, dans les écoles de commerce, etc. L'échec n'est plus quelque chose n'est plus un gros mot. Finalement, Véronique Kella, je vais vous donner la parole. Nina Métayer aussi, on est beaucoup, hein, je l'ai dit. Voilà, mais je ne vexerai personne de toute façon. Et ensuite, je donnerai la parole à un étudiant. Et par ailleurs, vous, dans le public, sachez que si vous avez une envie fulgurante de répondre, levez la main et vous aurez la parole immédiatement. Véronique Kella, au cours de votre carrière, vous avez eu à pivoter, à changer d'opinion, à vous adapter un petit peu. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, les échecs définitifs, réussites? Personnellement, j'ai toujours cherché les aventures collectives. Je n'aime que les succès collectifs ou les échecs collectifs. Et les deux, je pense, sont tout à fait judicieux et intéressants à savoir reconnaître. Mais ça, c'est sans doute ma particularité. J'aime travailler en équipe.
Et donc j'ai toujours fait. On réussit à plusieurs et on échoue. Voilà, on peut toujours réussir à plusieurs. Je ne peux pas, moi, réussir autrement qu'à plusieurs. Donc ça, je le sais, enfin, c'est à force d'avoir une certaine expérience. Je sais que c'est. Mais je suis persuadé aussi que pour l'échec, c'est vrai aussi. Que si on a un échec, il faut savoir l'acter en le partageant. Il faut admettre. Il faut admettre l'échec, d'accord. C'est plus dur à admettre que la réussite. Hein, oui, mais après ça, c'est aussi plus facile à digérer en collectif. Et en général, peut-être que dans la boulangerie, c'est différent. Ça serait intéressant de... Mais j'imagine pas que ce soit possible d'avoir, même dans des entreprises de spectacle, comme souvent on dit dans le spectacle, il suffit d'avoir déjà quelqu'un dans le monde du spectacle pour pouvoir réussir facilement. D'abord, c'est pas vrai, parce que c'est quand même d'abord les caractéristiques intrinsèques de chacun qui permet de réussir ou de ne pas réussir. Mais c'est le collectif qui peut permettre de transformer une petite réussite en un véritable exploit et par contre de digérer un échec de façon à rebondir positivement. Et on n'est pas tous égaux face à ça, c'est-à-dire vous parlez de digestion d'une réussite ou d'un échec. Pour certaines personnes qui réussissent, elles vont considérer la réussite d'une certaine manière, la vivre différemment, avoir parfois totalement devenir déconnecté, péter des câbles. Hein. Parfois, ça arrive quand on a une start-up qui marche, qu'on lève beaucoup d'argent. Parfois, on fait n'importe quoi. Et à l'inverse, quand on échoue, bon, je m'égare un peu. Nina Métayer, vous avez réussi très vite. J'ai l'impression, parce que vous avez été nommée donc pâtissière de l'année. C'était il y a quoi? Il y a 2 ans. Alors, meilleure pâtissière du monde. Oui. C'est ça. Mais... Meilleure pâtissière du monde. C'est quand même pas rien en fait, hein, en termes de réussite. Non mais c'est pas rien. Vous êtes relativement jeune, vous êtes française, vous êtes meilleure pâtissière du monde. Waouh, quelle réussite. Qu'est-ce que vous en faites à ce moment-là? Comment est-ce qu'on enfin, je sais pas, on a un boulard gigantesque tout de suite. Racontez-moi ça. Non, mais alors en fait, bon, je vais essayer d'être concise, mais elle n'est pas là la réussite. Je pense que la réussite, ça c'est un titre qu'on m'a donné, mais pour en arriver là, il y a eu beaucoup d'échecs. C'est que, en fait, pour moi, c'est les échecs les plus importants. Parce que c'est ceux qui nous mettent la marche du dessus. Et finalement, les échecs, moi, je les attends. Je les aime bien, je les appréhende, j'attends de savoir où est-ce qu'ils sont. Mais pourquoi je les aime bien? C'est parce que quand je commence quelque chose, j'essaye de mettre un cadre, je regarde là où je pense que ça peut être risqué, là où peut-être je vais pouvoir échouer. Et si jamais j'échoue, est-ce que je pourrais maîtriser et est-ce que je suis en capacité de l'accepter, de rebondir? Et je pense que si on se met ce cadre-là dans chaque chose qu'on entreprend, peut-être qu'on ne peut pas imaginer tous les échecs ou toutes les réussites, parce que les réussites, il faut aussi les anticiper, sinon ça peut se retourner comme des échecs aussi. Et je pense qu'il faut essayer de toute façon tout ce qu'on peut maîtriser, tout ce qu'on peut essayer d'anticiper ou de comprendre, il faut être le plus précisément capable de les assumer, de rebondir sur ce qui va se passer. Et à partir du moment où on anticipe, on peut agir. Et si on peut agir, c'est là où on peut réussir. Parce que les échecs, il y en aura tous les jours, il y en aura à chaque moment. Et ce sera ça qui nous donnera la direction de la suite. Vous avez dit les échecs, moi je les attends pas de pied ferme, mais presque. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous les attendez, c'est-à-dire vous vous préparez à les affronter est-ce qu'il faut, enfin, selon vous, s'attendre, essayer de se préparer justement psychologiquement comment est-ce qu'on va réagir si telle tuile nous tombe sur la tête? Et si on imagine que telle tuile nous tombe sur la tête, est-ce que ça nous aide si elle nous tombe vraiment sur la tête? Bah oui, parce que si on l'a anticipé, on a pu prendre les devants, on a pu recruter en fonction. Enfin, faut avoir un temps d'avance sur ce qui va arriver. Alors évidemment, et si on a un temps d'avance sur ce qui va arriver et qu'on peut maîtriser, tout ce qui arrive et qu'on ne maîtrise pas, on aura plus de temps pour s'en occuper. Et c'est dans les petits détails de l'action. Et finalement,
mon plus gros échec, le concours des meilleurs ouvriers de France, que j'ai travaillé pendant 4 ans. C'était 4 ans où on sacrifie sa vie quand même, c'est-à-dire que c'est des nuits entières, des vacances pendant 4 ans qu'on ne prend pas, des journées qui sont financièrement c'est un gros investissement aussi, de temps financier et puis de fatigue. Et je sais en commençant ce concours que y a quand même 80% de chances que je ne l'ai pas. Et je me dis ok, c'est pas grave, parce que finalement au bout, oui, je veux avoir ce concours. Mais finalement, qu'est-ce que je veux vraiment en faisant ce concours? C'est ce que je vais apprendre au quotidien. Donc, en fait, quand je démarre dans ce concours, je sais globalement qu'il y aura extrêmement peu de chances pour que je l'ai. Mais donc, du coup, quand on voit à la fin l'échec de « je n'ai pas eu le concours », c'est terrible. Sauf qu'en fait, pendant 4 ans, je ne suis pas allée chercher ce concours, je suis allée chercher ce que j'ai appris pendant ce concours et toutes les réussites qui vont avec aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a apporté comme réussite? J'ai dû recruter, j'ai dû construire mon équipe, j'ai dû apprendre à faire des décisions, j'ai dû apprendre à assumer des choix. Est-ce que je fais un dessert chocolat olive? Je sais que c'est risqué, ça va peut-être pas plaire. Est-ce que ma pièce artistique est trop haute? Elle risque de casser. Est-ce que je la fais quand même? Ou est-ce que je fais une pièce qui va peut-être un peu moins de plaire, mais du coup, je vais prendre moins de risques le jour J, mais je vais moins prendre de plaisir au quotidien. Qu'est-ce que je fais comme choix? Et pourquoi je fais ce choix-là et pourquoi je ne fais pas l'autre? Et finalement, il n'y a pas de bon choix. Il y a le choix qu'on prend et on va jusqu'au bout du choix. Et quand on va jusqu'au bout du choix, je pense que finalement, il peut y avoir, pas dire que des réussites, elle ne va pas être facile la réussite. On va passer à travers des échecs pour arriver à notre but. Mais si on fait les bons choix et qu'on va jusqu'au bout de ce qu'on souhaite, on arrivera au but auquel on a décidé. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, il y avait une réponse assez riche. C'est-à-dire, donc déjà, vous avez parlé des concours. Donc 4 ans, effectivement, pour bosser tout le temps. Vous l'avez souligné. J'étais quasiment sûr de me planter, en réalité, au vu des chiffres. Donc passer 4 ans d'arrache-pied comme ça, donc ça, c'est un sujet. Ensuite, vous faites un métier, donc la pâtisserie, qui mise beaucoup sur ses propres goûts, sur les goûts des autres aussi. Vous dites chocolat olive, est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que Enfin, j'en sais rien, mais il y a beaucoup de choses. Et en effet, nous pourrions y passer des heures. Nous n'avons qu'1 heure et demie. Ça fait déjà 30 minutes qu'on discute. Est-ce qu'un étudiant veut prendre la parole et poser une question? Vous n'avez pas de micro, c'est fâcheux. Hop. Et je vous rappelle, dans le public, si vous souhaitez intervenir, madame, vous pouvez intervenir juste après. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Tanguy de Boirenon, HEC Paris. On est ici aux cités de la réussite, pas la cité de l'échec. On est en France, dans un pays qui favorise plutôt la réussite, le succès. On a parlé des concours. Meilleur pâtissier de France, le bac, enfin, je veux dire, bon, c'est un examen, mais en tout cas, on est beaucoup sur la notion de compétition. Aux États-Unis, les sociétés anglo-saxonnes, on favorise plutôt l'échec. On lui donne beaucoup d'importance. Est-ce que vous pensez que la conception française de cette notion de réussite est en fait une erreur? On devrait plutôt favoriser l'échec. Et la question derrière, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une hypocrisie? Je ne vous accuse pas du tout d'hypocrisie, mais il vaut mieux réussir qu'échouer, in fine, à la fin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'hypocrisie de dire si, c'est super bien l'échec, etc. Au final, on veut que nos enfants réussissent, on ne veut pas qu'ils échouent, etc. etc. Sur la vision américaine, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de storytelling autour de l'échec, justement, mais l'échec, c'est à ce titre qu'il devient une réussite, parce que quand on sait bien raconter, c'est bien le vendre, enseignements, etc. Merci, Tanguy, pour votre question, qui s'adressait à quelqu'un en particulier ou... Qui veut prendre la parole? Est-ce que l'un d'entre vous a été inspiré par la question de Tanguy, que l'on félicite car il est à HEC, qui a un diplôme... Vous parlez du diplôme, de la compétition, tout ça on connaît. Pascal Ruffnac. Non, ça répond, les notions d'échec et de réussite, ils sont très influencés par l'éducation, notamment l'éducation scolaire. Il n'y a pas que l'école, hein, il y a tout ce qui entoure l'école. On est tous éducateurs d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est sur un certain nombre de critères, du reste qui ne sont pas tout à fait les mêmes en France qu'aux États-Unis. Mais peut-être que ce pacte éducatif d'une certaine réussite, il est peut-être un peu en train de s'écrouler. Et que Tanguy disait que ça changeait, que les états d'esprit changeaient. Vous êtes d'accord avec ça? Bien, mais tout le monde essaye de prendre le tournant. Mais dans 20 ans ou dans 30 ans, s'il y a 100 millions de personnes qui doivent se déplacer dans le monde parce qu'il faut échapper aux angoisses climatiques et à ce qui se passera, si la démographie change complètement comme elle change en Europe, peut-être que la première qualité d'un homme, ça sera sa capacité de coopérer, d'être avec d'autres, comme vous le disiez, parce que face
face à des tsunamis. Je veux dire, tout seul, même si on a fait HEC Polytechnique ou la Sorbonne, ça ne servira pas à grand-chose. Et donc cette capacité de coopérer, elle est assez peu mise en œuvre à l'école. Je veux dire, bon, peut-être un petit peu en maternelle et après ça disparaît. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple, où elle est beaucoup plus mise en œuvre. Et aux États-Unis, il y a un truc tout bête. Dès le CP, vous devez avoir un petit carnet où vous tamponnez des expériences de service civique. C'est 5 heures en CP et c'est 1 semaine en terminale. C'est un truc bête à mettre en place. Mais ça vous apprend tout de suite, dès la petite enfance, que coopérer, c'est probablement une des vertus essentielles pour l'avenir. Donc, ce que je veux dire, c'est que les réussites et échecs s'inscrivent aussi dans des représentations qu'on a. Vous parliez tout à l'heure du succès financier. Moi, je pense que le succès de réussir à vivre ensemble, déjà, juste celui-là, si on le tient ensemble, ça sera merveilleux pour l'humanité. Voilà. Merci. Pascal Ruffnac, Laurent Cotret. Non, mais juste pour compléter, la société américaine, elle est faite autour d'expériences, ce qui n'est pas le cas de la société française. Et comme je le disais tout à l'heure, l'impact d'un échec est tout de suite marquant en France. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on a cette vision qui est totalement différente. Quand vous subissez un échec en France, il faut réfléchir, me semble-t-il, autour de ça. C'est quasiment infamant. Vous savez, la banqueroute, ça vient de bancarota, c'est-à-dire le banc cassé dans les marchés. Et c'était la honte et l'infamie qui étaient mises sur le commerçant qui faisait faillite. Je raisonne autour de la faillite parce que c'est le domaine que je connais, mais effectivement, il y a toujours ce fait de marquer les gens de l'échec. Alors que les Américains, par opposition, effectivement, c'est une expérience. Ça peut même être un succès d'avoir fait cette expérience. Et donc, il y a la capacité du rebond qui vient aujourd'hui en France, qui vient inspirer d'autres cultures. C'est encore embryonnaire pour moi, mais effectivement, les choses sont en train de changer. Mais il y a encore la possibilité, présentez-vous devant un banquier, faites l'expérience d'une faillite, vous verrez qu'on est encore très, très, très loin. Et même aujourd'hui, pour certaines banques, et c'est là aussi une piste de réflexion, le fait d'avoir connu ne serait-ce qu'une simple sauvegarde ou ne serait-ce qu'une difficulté passagère vous empêche parfois de rebondir. Justement, on va pas tirer la ficelle davantage de États-Unis versus France, mais la légende urbaine dit que aux États-Unis, un banquier, parce que vous parlez de ça, Laurent Cotret, un banquier qui reçoit quelqu'un qui a échoué, il le considère, c'est un gage de crédibilité selon lui. Alors qu'en France, on peut être interdit bancaire. Pour rien du tout, quoi. Oui, alors ça, c'est le fameux exemple de Steve Jobs. Enfin, il y en a mille et un. C'est les légendes urbaines, naturellement. Mais c'est ce qu'on vit quotidiennement, c'est-à-dire que les banques, mais c'est aussi, me semble-t-il, aux législateurs de changer les choses et une réflexion plus forte font que, effectivement, l'accès au crédit, l'accès au financement est beaucoup plus difficile quand on est déjà connu des échecs. Donc on sait tous que sans financement, sans accès au crédit, sans accès aux banques, etc., refaire une réussite, tout du moins financière, d'entrepreneur, c'est extrêmement compliqué. Donc il faudrait impérativement réfléchir autour de ça. Bon, c'est pas la bonne période puisque c'est pas la période où les finances sont florissantes, mais c'est, me semble-t-il, un des éléments qui aiderait concrètement à permettre, quand on a subi un échec, quand on sait comment ça s'est passé, quand on sait qu'on n'a pas forcément le bon manager ou qu'on n'a pas été top sur ce point-là, c'est pas définitif, hein. On a vu des gens faire des faillites, analyser leurs erreurs et faire de grandes réussites derrière. Donc effectivement, je crois beaucoup à l'école de la vie en matière d'entrepreneur et je pense que tout à fait, il faudrait permettre ce rebond. L'école de la vie, avant de vous donner la parole, Madame en rose, là, au milieu de l'amphi, Véronique Kella, vous avez... quel conseil vous pourriez donner alors, dans le milieu artistique? Parce que là, on a parlé de tribunal de commerce, de liquidation, d'entreprise, d'argent, de choses très financières, mais vous êtes... c'est des métiers, les métiers artistiques, où le succès et l'échec sont des choses extrêmement volatiles, finalement. Un échec un jour peut être un succès un an plus tard. Enfin, c'est très difficile à considérer dans ces métiers-là, dans les métiers artistiques. Oui, on a toujours l'impression que c'est toujours très individuel. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que, en tout cas, la réussite est individuelle. C'est toujours une personne que l'on tire de quelque chose qui a marché, et ça n'est qu'une seule personne qui en bénéficie. Il y a toujours des gens qui font... La même chose pour l'échec, mais
alors que je suis totalement persuadé du contraire. C'est-à-dire qu'une vraie réussite, on ne peut pas l'obtenir toute seule, même dans la littérature, même dans l'écriture, même en tout cas dès qu'on parle d'un film ou d'un scénario, c'est évident, quoi. Il y a une nécessité absolue d'avoir une petite équipe, au moins une petite équipe, si ce n'est plus, pour pouvoir porter le projet. Dans le cinéma, c'est encore plus important, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un très bon scénario et en faire un très mauvais film, c'est très classique. Et donc tout là, ça dépendra de l'équipe que vous avez déjà eu l'habitude de diriger sur un secteur donné ou des expériences négatives que vous avez eues avec telle personnalité dont vous pensiez qu'elle était parfaite pour faire ce travail. Donc, je suis complètement convaincu de la nécessité du travail d'équipe, même dans le travail très personnel de l'artiste. Et qu'il faut y faire gaffe, parce que de toute façon, dans ces métiers-là, on ne peut pas avoir une succession de réussites permanentes. C'est pas possible. C'est ce que j'allais vous dire justement. Dans le milieu artistique, dans une certaine mesure, il est l'illustration du côté éphémère de la réussite ou du succès. C'est-à-dire, on peut écrire un livre absolument fabuleux, obtenir le prix Goncourt, vendre 1 million, 1,5 million de livres, et ensuite, et ensuite, il n'y a plus rien. On peut produire un film fabuleux et puis faire 10 millions d'entrées au cinéma, et ensuite, on retrouve pas on maîtrise pas vraiment la recette en réalité du succès, ni de l'échec. Ni l'un ni l'autre. Il faut savoir que c'est vraiment, heureusement d'ailleurs, c'est vrai dans les deux sens. Ce qui nécessite absolument de travailler en équipe. C'est la conclusion qui paraît s'imposer. Parce que après ça, vous pouvez digérer relativement facilement un échec artistique, parce qu'il n'y a pratiquement pas de métier artistique qui ne nécessite pas d'avoir des collaborations relativement fortes et solides. Et vice-versa. Donc, il ne faut surtout pas dire que vous êtes garanti d'avoir une vie artistique facile parce que vous avez eu un succès. Alors, on sait très bien qu'un nombre d'échecs qui suivent un succès sont d'autant plus important que le succès a été important. Mais je pense à vous. Vous parliez tout à l'heure en disant que vos 4 années, ça vous a permis en tout cas de savoir quelle était l'équipe dont vous aviez besoin. Voilà, c'est énorme, ça, parce que si déjà à votre âge, vous avez une certitude sur la qualité des gens dont vous voulez vous entourer pour avoir des gens complémentaires de vous, et qu'en plus vous les avez testés sur 1 ou 2 projets, c'est vrai que vous êtes tranquille pour un bout de temps. J'exagère un peu. Mais... J'aimerais bien, mais je pense que... Alors, très rapidement. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que l'équipe, c'est le plus important. C'est-à-dire que souvent, on voit une personne, mais en fait, nous, par exemple, c'est moi que les gens connaissent, mais il y a 80 personnes derrière qui travaillent au quotidien. Et c'est pour ça que je peux être là avec vous aujourd'hui. C'est parce que là, ils sont en train de s'occuper de toutes les boutiques et de tous les problèmes qu'on pourrait avoir au quotidien. Et nous, les petits problèmes du quotidien, on en a à chaque minute. Chaque minute, il y a un problème. Et c'est là où, finalement, les petites choses nous permettent d'être encore meilleurs à chaque fois. Il faut les considérer. Et moi, je pense que la responsabilité qu'on prend, c'est finalement la réussite. C'est ce que je dis à tous mes chefs d'équipe. C'est que s'il y a une réussite, c'est grâce à l'équipe. Par contre, si on a un problème et s'il y a un échec, ce sera à cause de la personne qui est responsable d'eux. Et c'est pas grave. C'est juste qu'il faut prendre en considération pourquoi c'est arrivé, pour après se remettre en question et construire différemment. Et c'est là où on va passer l'étape du dessus. Ouais, et on y reviendra tout à l'heure, parce qu'en effet, s'attribuer les réussites des autres, c'est beaucoup plus facile que de s'attribuer les échecs dont on est responsable. Généralement, on en reparlera. Madame en rose, c'est vous qui avez levé la main en premier, et monsieur, je ne vous oublie pas, vous allez parler juste après. Oui, j'avais une question pour Nina Métayer. Allez-y. Déjà, merci de nous faire rêver, parce que vraiment, c'est formidable. Vous nous disiez que le passage obligé pour réussir, c'est l'échec. On a bien compris. Alors, est-ce que vous avez souvenance de votre plus bel échec qui vous a permis de réussir ? Alors, il y a le concours. Alors, pour moi, c'est pas mon plus bel échec, c'est celui qui m'a fait plus grandir, celui du concours des meilleurs ouvriers de France, parce que finalement, le titre que j'étais venue chercher du meilleur ouvrier de France, c'est un titre extrêmement personnel. C'est moi avec mes petits gâteaux devant un plan de travail pendant 6 heures. Et finalement, le titre de meilleure pâtissière du monde et de pâtissière mondiale, et ces 2 titres sont une reconnaissance du quotidien, du travail, de tout ce que j'ai fait auparavant, de ce que je fais actuellement et de ce que je ferai peut-être dans le futur, parce que je porte les valeurs de mon métier pour maintenant, pour les jeunes, pour ceux qui vont continuer. Et du coup, ça va m'impliquer beaucoup plus dans mon métier que ça aurait pu l'être
grâce au col bleu, blanc, rouge que j'ai rêvé parce qu'il n'y a aucune femme qui l'a eu. Et qu'en fait, ce titre-là, je pensais que ça c'était pour moi ce que je voulais. C'était avoir une femme qui ait ce col-là, montrer que finalement, ce concours, on pouvait l'avoir en ayant une famille, en ayant une entreprise, en grandissant son entreprise, etc. Et en fait, et ben, il m'a amené autre chose que j'ai même pas pu imaginer, d'encore plus grand, qui me va encore mieux. Donc ce serait celui-là, mais finalement aussi, je pense qu'il y a une sorte d'échec où j'ai eu ma petite revanche, c'est quand personne n'a voulu me prendre en boulangerie, parce que je me suis prise de passion pour la boulangerie à 18 ans et j'ai pas trouvé d'emploi. Je distribuais direct matin, je faisais un maximum de petits boulots pour réussir à manger. Jusqu'au jour où j'ai dit il faut que je travaille, donc je vais commencer mes études en pâtisserie et je rentrerai plus facilement dans les boulangeries grâce à la pâtisserie. Je leur montrerai que je vais faire du pain et je deviendrai boulangère. Et en fait, finalement, ça m'a pris 18 ans, mais là, je viens de racheter ma boulangerie d'apprentissage de Denis Baron, qui était l'unique et seule personne à bien vouloir me prendre en tant que boulangère, en tant qu'apprenti, qui m'a transmis sa passion pour le métier. Donc en fait, c'est là où finalement, les plus grands échecs, on peut les retourner en plus grande réussite. Et encore une fois, on ne le fait pas seul. Parce que j'ai eu aussi des gens qui m'ont accompagné. Il y a Denis qui m'a transmis sa passion pour la boulangerie. Et puis, il y en a plein qui m'ont transmis leur passion pour la pâtisserie, etc. Et je pense qu'il faut saisir aussi, et faut s'entourer. Je pense que quand on décide de s'entourer des bonnes personnes qui nous font grandir, je pense que c'est les plus belles décisions qu'on peut prendre. Merci, Nina Métayer. Merci, madame. Monsieur, c'est à vous. Ah, vous n'avez pas de micro. Merci, Marc. Je voudrais juste... Si ça a l'air bon. Je voudrais juste rebondir voilà. sur la remarque de notre jeune étudiant HEC quand il dit que le succès est bien vu en France et que c'est mieux vu en France qu'aux États-Unis. J'ai pas cette impression. J'ai l'impression que souvent la réussite en France, et notamment la réussite financière, est mal vue par la société et que ceux qui ont particulièrement bien réussi sur le plan financier sont plutôt montrés du doigt. Oui, c'est encore une fois culturel. Hein, c'est des questions de jalousie, voilà. Allez-y. Quelqu'un pour répondre Enfin, c'était une remarque, c'était pas une vraie question. Mais est-ce que ça vous inspire, Pascal, Marc, Véronique, ce que vient de dire monsieur? Non? Ok. Bon, c'était... Ah bah allez-y. Laura, étudiante panéniste, du coup. Nina peut peut-être nous aiguiller dessus, puisque vous avez travaillé à l'international. Est-ce que la réussite est la même partout? En backstage, tout à l'heure, on a notamment parlé que des qualités des qualités à Shanghai sont au final des défauts sur certains points, et en France, des qualités qu'on ne retrouve pas à Shanghai peuvent être des défauts sur d'autres points. Est-ce que vous pourrez nous aiguiller peut-être là-dessus? Oui, en fait, ce dont on parlait, c'est que finalement, je travaille avec Shanghai depuis plusieurs années, et parce que c'était une histoire de rencontre, encore une fois, j'ai rencontré deux dames incroyables qui m'ont proposé d'ouvrir une pâtisserie à Shanghai avec elles, et donc on a nos desserts là-bas depuis 5 ans. Et en fait, finalement, ils reproduisent extrêmement bien, ce qu'on a du mal à faire à nos équipes en France, parfois reproduire très très bien. Mais du coup, ils ont un peu plus de mal à s'adapter. Et alors qu'en France, on s'adapte peut-être un peu mieux. Et en fait, après, c'est une question aussi de culture, je pense. Mais c'est vrai que la réussite, et nous, en tant qu'artisans, etc., enfin, moi, c'est où il faut toujours... En fait, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'en France, on est aussi dans la transparence, dans essayer de montrer... une transparence qui, pour moi, moi je pars du principe que la transparence et l'honnêteté est quelque chose de bon. Si on peut justifier ce qu'on fait, finalement, les gens vont nous accorder leur confiance. Et c'est un peu sur ça qu'on essaye aussi avec mes 2 boulangeries que je viens d'ouvrir. On a des produits qui sont beaucoup plus chers, peut-être qui peuvent être à 12 € pour un dessert, mais il y a beaucoup de main-d'œuvre, des matières premières qui sont extrêmement chères, qu'on allait chercher quelque part, et il y a beaucoup d'artisans qui ont travaillé. Et à côté de ça, on peut avoir une tarte aux pommes à 3 € ou à 2,90 €. C'est ça. Et on essaye d'avoir un prix qui soit accessible pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 typologies de personnes où parfois il faut s'adapter, peut-être un peu plus en France, à chaque personne. Voilà. Après, j'ai pas énormément de recul sur tout ça pour l'instant. Laurent. Mais peut-être aussi pour répondre et rebondir sur ce que vous disiez et répondre à monsieur tout à l'heure, c'est parce qu'on mélange en fait réussite, on n'associe pas réussite et travail. Je pense qu'en réalité, la valeur travail en France,
malheureusement, elle est quelquefois un peu honteuse, parce que celui qui travaille beaucoup, c'est celui qui perd automatiquement sa vie personnelle. Et donc, en réalité, on oublie que derrière les réussites, il y a beaucoup d'efforts. Et donc, c'est parce qu'effectivement, on ne mélange pas. Effectivement, on peut travailler beaucoup et échouer, on peut travailler beaucoup et réussir. En tout cas, il n'y a pas de réussite facile, on l'a dit tout à l'heure. Et moi, je pense fondamentalement que ce qui manque principalement en France, c'est peut-être un peu conservateur ou un peu old school de dire ce genre de choses, mais effectivement, il faudrait davantage expliquer que malheureusement, pour réussir, il faut travailler et que malheureusement, effectivement, ceux qui ont réussi, y compris Bernard Arnault, y compris, enfin, vous pouvez malheureusement. Ou heureusement, c'est chouette de travailler. Ils ont beaucoup travaillé. C'est intéressant ce que vous dites, parce que est-ce que justement en France, il n'y a pas ce miroir de fumée où on a l'impression, donc les réseaux sociaux, enfin, on sait tout ce que c'est, mais on donne l'impression qu'il est possible aujourd'hui, en 2024, 2025, enfin en tout cas à cette époque, de monter une boîte et en un an de la vendre 50 millions et de faire fortune très rapidement sans rien foutre. Pardon, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de... Je vous rassure, nous on a un concours qui s'appelle Start You Up, le représentant est dans la salle, où on voit passer beaucoup de start-up. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas du tout de succès comme ça, alors il doit en exister, il en existe, peut-être, j'en ai déjà vu un ou deux, peut-être des miracles, des entreprises américaines qui maintenant s'intéressaient à des pépites françaises parce que l'idée était géniale, mais c'est tellement marginal qu'en réalité, ça ne joue pas. Dans la plupart des cas, une start-up, on sait tous qu'elle a une crise de croissance au bout d'un an, 2 ans. Même si l'idée est géniale, on sait tous qu'il y aura, et j'en ai accompagné beaucoup dans ma carrière, des start-up, j'en accompagne encore aujourd'hui, qui connaissent toutes le mur de la dette, le deuxième tour qui ne marche pas, le chiffre d'affaires... La scale-up. La scale-up, voilà. Donc c'est compliqué. Marc Alperovitch, donc j'ai dit tout à l'heure... il est beaucoup plus facile de consolider, d'entretenir une cohésion d'équipe dans une entreprise quand tout roule, plutôt que quand ça ne marche pas. Est-ce que votre expérience, vous avez été confronté à des situations où, pour X ou Y, ça ne marchait pas spécialement et il a fallu néanmoins serrer les poings? Oui, et je crois qu'on a... En fait, à ce moment-là, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que là oui. On est obligé d'affronter. En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles on n'a pas le choix. La première, c'est soi-même. C'est qu'en général, l'entreprise est la source des revenus qu'on a. Donc, si ça s'arrête, on a un problème. Donc, il faut que ça marche. La deuxième, c'est les collaborateurs. C'est qu'ils sont dans la même situation, voire en pire. C'est nous qui nous assurons qu'ils ont un salaire à la fin du mois. Et vis-à-vis d'eux... échouer n'est pas vraiment une option. Puis la troisième, ça peut même être les clients. Typiquement, alors là, pour une fois, je vais parler de mon activité. Nous, on fait des certifications. On donne des diplômes sur 1000 reconnus par l'État pour savoir si vous savez bien vous servir d'Excel. On en fait passer des centaines de milliers par an. Si demain, la boîte n'existe plus, le diplôme n'existe plus, quand même, tous les gens qui ont préparé cet examen, qui l'ont passé, les écoles qui l'ont acheté, ils ont acheté un truc qui n'existe plus. Ce serait quand même très, très embêtant. Donc je dirais, même si un jour on devait rencontrer l'échec, et c'est pas tout à fait le chemin que ça prend, il faudrait trouver une solution de sortie. C'est-à-dire que quelqu'un récupère le peu de valeur qui reste après l'échec. Et je crois que, moi, au tribunal de commerce, où je l'espère avant, souvent, les boîtes ont ces instincts de survie, c'est-à-dire de tout d'un coup se dire « j'y arrive plus tout seul, je me vends ». Mais pour qu'au moins il en reste quelque chose, parce que c'est une obligation pour les salariés et parfois pour les clients. Bon, souvent quand on se vend, le patron par contre, lui c'est pas la solution. Et là vous parlez des compétences, c'est intéressant parce qu'on est à une époque où la notion de compétences, les formations, on sait que dans certaines écoles, il y a des formations peut-être pas caduques, mais disons qui n'ont plus, qui ont une date de péremption écrite sur elle. Donc, Nina Mété, vous parlez du savoir-faire, du goût, les compétences du digital, on parle de l'intelligence artificielle, de métiers qui vont disparaître, etc. C'est totalement flippant, en réalité, de passer un diplôme, de se former à des choses et d'être... Comment avoir la certitude que tout cela va durer ? Je crois qu'on peut surtout avoir la certitude de l'inverse, hein, c'est-à-dire que
je ne sais pas, dans cette salle, combien de gens, alors mis à part pilotes d'avion, médecins, ont fait le même métier toute leur vie. Je crois qu'aujourd'hui, on obtient son premier métier sur son diplôme. Voilà. Le diplôme, ça nous apporte notre premier métier. En général, il y a une sorte d'adéquation. Et puis après, la façon dont fonctionne le marché du travail aujourd'hui fait qu'on est amené à exercer souvent plusieurs métiers et que les métiers suivants, on va les obtenir sur ses compétences. Alors, c'est des compétences qui peuvent être acquises soit par l'expérience en entreprise, soit par de la formation professionnelle, soit comme ça, tout seul. Et en fait, il y a un besoin réel, c'est d'avoir des outils de mesure et de certification de ces compétences. Parce que si on se dit, les gens vont obtenir leur prochain métier sur la base de leurs compétences, il faut quand même qu'il y ait tout un système, et pour le coup, les pouvoirs publics en France en ont bien pris conscience, de certification, de reconnaissance des compétences, de validation des compétences pour maintenir les gens dans l'employabilité. Et ça, je crois que vraiment, c'est un sujet d'avenir, c'est-à-dire, non, on ne fera pas le même métier toute la vie, non, on n'utilisera pas les mêmes compétences toute la vie, sauf dans quelques métiers particuliers. Et du coup, il faut qu'il y ait un système qui, au-delà du diplôme, permette de valider les compétences. Merci. Alors, avant de donner la parole à un autre étudiant, Pascal, vous avez passé quasiment l'ensemble de votre carrière chez Bayard. Et chez Bayard, il y a une marque qui s'appelle Bayard Jeunesse. C'est beaucoup du public de Bayard sont des jeunes enfants. Comment est-ce qu'on adresse toutes ces problématiques, la réussite, l'échec? Comment est-ce qu'on quel message on donne aux enfants? Parce que Dieu sait que la lecture est importante. Non, on ne va pas tirer sur les écrans à boulet rouge, etc. Mais la lecture, c'est quelque chose de très important. Les enfants, les images qu'ils voient, les premiers livres qu'ils lisent, les premières expériences de lecture qu'ils ont, c'est capital. Qu'est-ce qu'il y a chez Bayard? Comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on s'approprie ce sujet de... La lecture, c'est capital parce que c'est un des rares moments où, dans votre tête, vous lisez les mots d'un autre ou d'une autre avec votre propre voix. C'est une expérience quasiment métaphysique et bouleversante. La lecture à voix silencieuse ou à voix basse a été inventée à peu près au temps de Saint-Ambroise, Saint-Augustin. Avant, on lisait à voix haute. Et imaginez le choc d'avoir dans sa tête, avec sa voix, les mots d'un autre. C'est une capacité de sortir de soi unique. Et c'est d'explorer, grâce à la lecture, en tout cas pour ce qui est de la littérature, des mondes possibles, et de se projeter soi-même en étant partie prenante du héros. Donc pour un enfant, moi alors, je suis persuadé que les histoires qu'on lit avant, je sais pas quoi, 7 ans, 8 ans, 10 ans, comment dire, pas formatent, mais fabriquent et votre imaginaire et votre sens moral, esthétique, éthique, etc. Je pense que ça a une influence considérable. On peut les oublier, oui, mais elles sont là. Mais est-ce que les notions de réussite et d'échec sont dans la littérature pour jeunes? Pourquoi c'est important la lecture? Pourquoi la lecture et d'autres choses? Parce que ça vous permet d'avoir accès à votre vie intérieure. Tout dépend. En réalité, aujourd'hui, tout repose sur la capacité d'avoir un jugement libre, intérieur, choisi par soi. Apprendre le consentement à l'âge de 2 ans, c'est important. À l'âge de 5 ans, c'est important. Savoir dire non, savoir dire oui, etc. C'est des choses qui s'apprennent. Nous, on avait fait, dans les années 95, j'avais fait le petit livre pour apprendre à dire non. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe en moi? Parce que ça permet quoi ensuite? De vous dire qu'est-ce qui est important pour moi, quel sens je veux donner à ma vie, et au fond, pour moi, ça sera quoi? Réussir ou échouer? Parce que c'est quel sens ça prend dans votre vie, et comment, au fond, voilà, vous vous dites, moi, là, est-ce que j'ai le sentiment, malgré tout, d'une vie réussie parce que j'ai été le plus proche possible du sens que je voulais lui donner? En tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, les moments de réussite, j'ai senti, quand je m'éloignais totalement de ce que je voulais donner comme sens à ma vie. Là, voilà, moi, à la fin, c'est ça le juge suprême. C'est vous par rapport au sens. Voilà. Et quand je dis le juge suprême, intérieur, voilà, Rousseau face à Jean-Jacques. Non, mais c'est important. Merci Pascal Ruffnac. Alors, monsieur, c'est à vous. Et donc je rappelle dans le public, si vous souhaitez intervenir à la volée, comme ça, vous criez très fort et nous vous entendrons. Brice Delamarre, étudiant à Neoma Business School. J'aurais une question sur l'entrepreneuriat pour Marc Alperovitch.
Dans la vie, il y a des risques et je ne pense pas être le seul à avoir peur. Et comment peut-on conjuguer ces peurs et la prise de risque pour avoir une réussite entrepreneuriale ? Je crois qu'on ne peut pas parler de risque sans parler de fonction d'utilité. Je suis désolé. Alors, juste pour la sentir, ce que c'est qu'une fonction d'utilité, si on propose un pari où soit on prend 10 € tout de suite, ou 20 € à pile ou face. Certains dans la pièce vont dire « je prends les 10 €, moi je préfère 20 € à pile ou face ». Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a le même pari avec 1 000 € tout de suite et 2 000 € à pile ou face. Et là, on ne va pas forcément avoir la même réponse qu'au premier cas. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Ce que fait sentir, et c'est un concept utilisé en médecine, en finance ou dans l'entrepreneuriat, c'est que le niveau de risque, de peur qu'on est prêt à accepter dépend de l'objectif. Chacun a sa propre fonction d'utilité qui est plein de paramètres qui sont proches de l'intime, qui sont proches de l'âge. Et un des paramètres qui pour moi est fondamental, c'est pourquoi on a créé une boîte. Parce qu'il y a plein de raisons de créer une société. Gagner de l'argent, comme on en a parlé, donner du travail à des gens, ou avoir une utilité sociale, sociétale. Et en fonction de l'objectif qu'on a fixé, la réponse à la question ne va pas être la même. Si par exemple, on vient vous voir en vous disant, voilà, vous pouvez acheter telle boîte, elle est à vendre. Si vous êtes là pour faire fortune, ben, c'est peut-être très bien de racheter cette boîte. Vous allez faire de la croissance rapide, tout va aller plus vite, ça va être très bien. Mais si vous êtes là pour donner du travail à des gens, en racheter une, va y avoir des redondances, peut-être que ce n'est pas le mieux pour vos employés. Donc par rapport à votre objectif qui était d'avoir des gens épanouis dans vos équipes, la réponse est non. Donc on voit bien qu'à la même question, deux entrepreneurs avec deux fonctions d'utilité différentes vont arriver à des conclusions différentes. Donc toujours se demander pourquoi est-ce que je fais ce métier, pourquoi est-ce que j'ai créé une boîte. Et puis, juste un tout dernier truc, je crois qu'il faut douter pour la peur. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont vous dire vas-y, fonce, réfléchis pas. Ils ont sans doute raison. Mais moi, je suis un grand adepte du doute. Je pense que réfléchir, se reposer la question, demander des avis, ça permet de bien placer le curseur entre le risque et l'échec. Véronique Kella, vous souhaitiez réagir. Je réagirai ensuite. Du coup. Juste dire un petit mot sur quelque chose qui ressort de plus en plus, la nécessité de se donner à soi-même un objectif ou des objectifs. On n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul, merci. Mais je crois que ça peut être un objectif que l'on partage pour l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Ça peut être un objectif qu'on partage avec sa famille si on y accorde beaucoup d'importance. Voilà. Enfin bon, il y a 36 000 objectifs. Moi, je peux vous donner une expérience. J'ai travaillé pendant 10 ans à la tête d'Arte, une petite télévision culturelle, toute petite télévision, la plus petite du paysage audiovisuel français. Et comme je ne connaissais pas vraiment énormément la télévision, j'ai vraiment senti le besoin de me donner un objectif. Qu'est-ce que c'est ? C'est la plus petite télévision du monde, de France. Bon, je n'ai pas essayé de faire la grenouille qui veut ressembler au bœuf. Et donc, ça n'est pas ça. Et je me suis très vite déterminé sur le fait qu'il me semblait important qu'Arte ait comme vocation à démocratiser le plus possible la culture en France. Bon, et à partir de ce moment-là, j'ai constitué mon équipe en fonction de cet objectif. Et à partir de ce moment-là, je savais aussi quelles étaient les manières de calculer la possibilité d'avoir amélioré la situation ou non. C'est une batterie de chiffres qui permettent de voir si c'était plus facile de pénétrer le monde culturel grâce à Arte ou non. Bon, et du même coup, j'avais un sentiment de désagrément si j'y arrivais pas, et au contraire de grand plaisir. Et après ça, je pouvais partager ce grand plaisir avec l'ensemble de l'équipe, ce qui donnait une cohésion, une efficacité redoutable. Voilà, c'est juste un exemple concret pour dire que je pense qu'à partir d'un certain niveau, évidemment, mais c'est sans doute vrai dans beaucoup de cas de figure, c'est important de se donner à soi-même
un objectif ou des objectifs, de façon après ça à pouvoir les partager avec une équipe et après ça pouvoir en partager les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, avec cette équipe et donc après ça de progresser. Merci. Merci. Ce qui est, vous parlez de cohésion, je reviens à ce que vous disiez, Marc Alperovitch, aussi à la question qui nous a été posée par monsieur Devant. Aujourd'hui, quand on crée une boîte, apparemment, le souci de la planète, du climat, de faire le bien, etc., est absolument inhérente à chaque démarche entrepreneuriale. Est-ce que c'est vrai? Alors, en préambule, je vais dire un truc que je dis rarement, c'est que j'ai été vraiment très très proche de Greenpeace pendant des années, vraiment très actif dans cette association. Donc du coup, la cause environnementale, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Et pour le coup, c'était en 2003 que j'ai commencé à les fréquenter. Donc c'était un peu moins tendance qu'aujourd'hui. Malheureusement, nous, on fait des certifications qu'on fait passer sur des ordinateurs. Donc, tous les métiers n'offrent pas nécessairement la possibilité. Alors, bien sûr, on peut faire attention à trier les déchets dans l'entreprise, à éteindre les lumières, etc. Mais tout le monde ne peut pas prétendre que son entreprise va avoir un impact environnemental. On peut montrer une forme d'attention, mais il ne faut pas raconter des bobards. Il y a des entreprises, voilà, si vous êtes Saint-Gobain, vous faites du sable, bon, ok, là, il y a des sujets. Quand vous faites des tests qui sont passés sur des machines, il y en a un peu moins, donc il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Donc il nous reste une petite demi-heure. 3, 4 étudiants ont parlé. 3, 4. À vous. Bonjour, merci encore pour ce débat. Donc moi, c'est Carla Mamou, je suis étudiante à Dauphine. Je vais me rebondir sur ce que vous avez dit, notamment Madame Kella. Vous parliez de se donner des objectifs, un ou plusieurs. Donc c'est la première pierre à l'édifice, disons. Mais derrière, comment est-ce qu'on fait pour cultiver finalement la flamme intérieure, pour justement continuer quand on ignore tout du bout du chemin? Vous avez le temps, vous pouvez réfléchir une trentaine de secondes, Véronique Kella. Mais je prends les réponses, bien évidemment, de tous les autres intervenants. Non, mais on a le temps, c'est ça qui est fabuleux. Si je peux dire un mot avant de... Et Laurent Cotret veut dire un mot aussi, donc allez-y, comme ça. Allez-y. Juste cette notion de bout du chemin, il faut aussi parler du début et de la foi, justement. C'est... L'entrepreneur devient entrepreneur non pas au moment où il crée sa boîte, mais au moment où il décide qu'il va la créer, où il a l'idée, où il se dit « je me lance ». Et en général, sauf si c'est un projet ultra secret, il va aller interroger d'autres gens pour lui dire « qu'est-ce que tu penses de mon truc ?» Donc moi, ça m'arrive assez souvent qu'on vienne me voir « qu'est-ce que tu penses de mon truc ?» La réponse qui n'a aucune valeur, c'est pourquoi ça ne va pas marcher. Alors, raconter à l'entrepreneur pourquoi son truc, c'est super risqué, ça va pas marcher à cause de ci, ça va pas marcher à cause de ça, il le sait déjà. Donc ça sert à rien de lui dire, et ça n'a pas de valeur. Il le refoule parfois. Ah, quand même. Alors, on va pas lui mentir. Si on pense que son idée, elle est en bois, on va avoir l'honnêteté de lui dire. Mais plutôt, je crois que la démarche de la foi, c'est de se dire pourquoi ça peut marcher. Peut-être qu'il n'a pas pensé à telle opportunité, à tel marché, à telle transformation de son produit. Je crois que la foi est nécessaire et que la question qui se pose, c'est non pas pourquoi ça ne va pas marcher, mais pourquoi ça peut marcher. Et c'est vrai que le jour où on ne sait plus répondre à cette question, là, il est peut-être temps d'arrêter. Laurent, vous souhaitiez... Juste deux concepts également pour essayer de répondre à votre question, qui sont l'anticipation et la lucidité. Moi, j'ai observé qu'effectivement, les entrepreneurs qui savaient anticiper, c'est-à-dire qui savaient anticiper un certain nombre de difficultés, qui savaient anticiper un mur qui arrive, un déremboursement qui arrive, un accès au marché qui va être compliqué. Effectivement, c'est celui qui sait le plus tôt possible anticiper. Ça va avec le deuxième point qui est la lucidité, c'est-à-dire celui qui commence à se mentir à lui-même, ou celui qui, et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, qui n'est plus capable de répondre à la bonne question, mais qui fait tout pour quand même y répondre. Là, il y a un problème. Et on en voit régulièrement. Et moi, les plus gros échecs que j'ai vus, ce sont des gens que j'ai vus, et puis
puis on leur fournit toute la matière pour les aider, pour éviter le drame, comme ça a été dit tout à l'heure, et qui reviennent, bon, ils disent très bien, on pense qu'ils ont compris, et puis on n'a plus de leurs nouvelles pendant 6, 7 mois, 8 mois, 9 mois, et on les revoit trop tard. Parce qu'en fait, ils ont eu, à un moment, ils se sont dit, oui, c'est vrai, je vais anticiper, c'est le bon moment, et puis il y a tout un tas de gens ils ont posé des questions à tout un tas de gens, et puis ils ont eu des mauvaises réponses. Et puisque ces gens leur ont dit, non, c'est risqué, ne fais pas ça, etc., tu vas te griller sur le marché. Et effectivement, ils n'ont pas été lucides. Et c'est ce qui tue les entreprises en réalité. Tout ce que j'ai vu depuis des années, c'est qu'effectivement, c'est cette absence de lucidité, ce fait de trouver des mauvaises réponses aux bonnes questions, qui fait qu'en réalité, il est souvent trop tard et on perd et on échoue. Merci Laurent pour ce complément. Il y a monsieur en bleu au milieu qui souhaite parler, poser une question. Ouais, allez-y. Et oui. Merci. Moi, je suis complètement d'accord avec le monsieur. En fait, je pense que c'est quand on a compris ça, quand on a compris que chaque instant, il faut l'aimer et que même si ça va être difficile. Alors, moi, j'ai un exemple un exemple très simple, c'est qu'à un moment, quand j'étais en pâtisserie au tout début, tous les jours, je glaçais 180 éclairs au café, 180 éclairs au chocolat et je garnissais, 400 macarons. Et c'était comme ça tous les jours. Et en fait, j'aurais très bien pu me dire, voilà, j'ai 8 heures pour le faire. Voilà. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à gagner là ? Absolument rien. Pour être heureuse d'y aller, qu'est-ce que je dois faire ? Le petit challenge qui va rendre ce moment-là chouette. C'est-à-dire, là, je vais mettre 3 minutes de plus. Là, je vais gagner en rapidité de mon mouvement. Et en fait, les petits détails vont faire que ce moment va devenir passionnant. Et je pense que ça, c'est un exemple un peu bidon où j'ai pas de responsabilité, mais je pense que même sur les moments comme ça où on ne sait pas trop où ça va aller, et cette flamme-là, elle va venir de chaque instant, et c'est notre responsabilité à nous d'être heureux à ce moment-là, ou en tout cas de trouver la façon d'être épanoui à ce moment-là. Heureux, c'est un grand mot, mais en tout cas épanoui. Ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal Ruffnac, sur c'est nous-mêmes qui sommes notre seul juge. C'est nous qui plaçons le curseur. Là. En tout cas, du temps qu'on prend à définir ce que c'est que pour soi la réussite. On parle beaucoup de l'entreprise, et c'est super, parce que l'entreprise est aujourd'hui reconnue comme elle peut-être l'a jamais été avant, mais il y a des tas d'autres domaines dans lesquels le domaine de la question de la réussite peut se parler, à commencer par nos relations affectives, familiales ou pas familiales, nos relations sociales. Qu'est-ce qu'on crée ? C'est quoi une réussite dans l'univers social ? Oui. Et vous parlez de vie personnelle et de vie professionnelle. Merci. Il y a des tas de gens qui réussissent leur vie professionnelle, mais dont la vie personnelle est atroce. Créer des liens fertiles. Non, mais créer des liens fertiles avec les autres, créer des liens fertiles autour de soi, etc., ça peut être une formidable réussite si c'est ça qu'on porte en soi. Donc, moi, l'entreprise étant liée à l'économie et étant ce qui nous permet à tous chaque jour de vivre, mais je crois que la culture aussi nous permet de vivre. La culture, par exemple, lancer de la culture, c'est un marché de l'offre. Il n'y a pas de demande. Personne ne demandait Arte avant que ça existe. Personne ne demandait Pomme d'Api avant que ça existe. Et ça. On lance ça. On lance ça comme des bouteilles à la mer. Simplement, là où on va réussir ensemble, c'est parce qu'on est parfaitement adapté ou en lien avec des enfants de 3 ans qu'on réussit, et avec leurs parents. Parce qu'on est parfaitement en lien dans la sensation qu'on a d'une classe... d'une aspiration à mieux comprendre le monde dans ce que fait Arte aujourd'hui. Sur l'Ukraine, c'est fabuleux. Voilà. Donc, je pense qu'il y a d'autres... Il y a les entreprises qu'on connaît, qui analysent le marché, qui prennent des positions, qui parfois devancent et tout ça. Et puis, il y a aussi des lieux de pure offre. Voilà, de pure offre. Le monde associatif aussi, d'une certaine façon, c'est aussi de la pure offre, etc. Donc on peut réussir aussi dans des économies sociales et solidaires. Ça ne sera pas le bénéfice que vous aurez en revendant votre entreprise, mais ça sera un autre bénéfice qu'on cherche à mesurer aujourd'hui, du reste. Qu'on cherche à mesurer. Parce que c'est important d'avoir des données sur... y compris le sentiment de bonheur qu'on peut avoir dans la vie, etc. Vous parlez des enfants de 3 ans. Enfin, chez Bayard, il y a un podcast fabuleux que moi je fais écouter à mes enfants qui s'appelle Les Petits Philosophes. C'est un format court de 3 minutes
où on se pose une question existentielle, et les enfants se posent tous, enfin tous les êtres humains en réalité se posent ces questions existentielles qui est que n'importe quel, dès 3 ans, on peut réfléchir à ça. Et des vraies questions, c'est pas la question. Et ça, c'est une réussite de poser cette question et d'y répondre. Et des gamins de 3 ans, ils vont écouter ce qu'on leur propose. Moi, je vois les miens, évidemment, c'est l'écran après. La question, c'est pas la question que. Par exemple, ça, c'est 1500 questions. On a fait un livre qu'on a réduit à 150. Mais la question, c'est pas est-ce que le paradis existe. Ça, c'est pas une question d'enfant, c'est une question de théologien. Mais mon hamster est mort. Est-ce que je le reverrai un jour. Ça, c'est une question d'enfant. Et elle est super compliquée à répondre, cette question. Mon hamster est mort, est-ce que je le reverrai un jour? Parce que ça met en cause des tas de choses. Le lien affectif qu'on a construit, le monde animal, l'éternité, la question, etc. etc. C'est quoi être fort? C'est quoi un ami? Enfin, je les connais par cœur. Bon. Madame. Tout le monde veut gagner des millions, vous avez dit? Tout le monde veut de l'argent, ouais. Vous avez dit quelque chose comme ça, et moi je voudrais... Enfin, en tout cas, moi, je pense. C'est un sujet que j'étudie beaucoup. Je pense qu'en réalité, tout le monde veut gagner. En revanche, beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas taillés pour gagner. Et je pense qu'une partie des tensions de la société est dans cette fracture gagnant-perdant. En tout cas, dans la perception. En revanche, ensuite, une fois qu'on veut gagner, il y a un chemin qui est très escarpé. Et donc, la question que chacun devrait se poser, c'est est-ce que je veux perdre petit ou est-ce que je veux gagner gros? Et je pense que assez peu de gens, finalement, se posent la question en ces termes, et assez peu de gens raisonnent vraiment en termes de sacrifice, précisément pour gagner gros. Et ensuite, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, parce qu'on parle beaucoup d'entreprendre depuis tout à l'heure. C'est passionnant, je suis entrepreneur, mais c'est aussi carcéral. Il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour ne plus dormir la nuit, parce que la lumière ne s'éteint plus jamais le soir. Bon. Et enfin, pour conclure, je dirais juste que peut-être, et pareil, moi je suis beaucoup sur les imaginaires, je trouve qu'en France, on ne parle pas assez de la place du rêve. Donc j'adore vous entendre parler, Nina Métayer, parce que vous en parlez, vous êtes animée, c'est passionnant, votre passion, vous arrivez à la transmettre. Et en fait, peut-être que si jamais les gens rêvaient plus, si on s'autorisait plus à aller sur ce terrain, mais de manière pragmatique, et je me dis que peut-être on aurait plus le goût de l'aventure. Et ensuite, il faut segmenter l'aventure pour pouvoir la concrétiser. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais encore faut-il en parler et accepter le fait que l'aventure est une vulnérabilité qui peut rencontrer des échecs, mais aussi des succès. Mais pour pouvoir rencontrer un succès, il faut accepter le principe même de l'échec. Et donc, c'est un chemin et c'est un schéma mental aussi. Et puis, enfin, je voudrais déconstruire... Votre question est un peu longue, si je puis me permettre. Enfin, je voudrais déconstruire le fait que... Parce que monsieur... j'ai enlevé mes lunettes. Marc Alperovitch. Voilà, vous avez dit tout à l'heure, les gens ont leur premier métier en fonction de leur diplôme. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, ils ont quand même un métier. Ça, c'est un schéma mental qu'il faut déconstruire. Alors juste avant, Laurent, que vous puissiez répondre à la très longue question, madame, merci infiniment. C'est amusant ce que vous dites, vous parlez du rêve. Et Marc Alperovitch, vous disiez tout à l'heure, moi... je fais des certifs, mais c'est comme si vous excusiez presque. Et vous, Nina, vous parliez vous glaciez des éclairs, des centaines d'éclairs par jour, etc. Tous les deux, vous évoquez le côté un peu routinier qui pourrait être un peu rébarbatif de votre métier, avec un regard différent, évidemment. Mais la place du rêve dans tout ça, je trouve ça intéressant. Et allez-y, Laurent Cotterêts. C'était juste pour redire sur votre premier point. Effectivement, moi je pense que je ne mets pas, et loin de là, et je ne crois pas que j'ai dit tout à fait ça tout à l'heure, je ne mets pas tout autour de l'argent, naturellement. Je pense qu'effectivement, la réussite, elle est aussi dans le fait, et c'est pas qu'un 20 mots, puisque en tant qu'avocat, on est aussi entrepreneur, on a des gens à faire vivre toute la journée, on a une entreprise à faire tourner, que c'est aussi beaucoup autour de l'intérêt et de la passion qu'on met dans son travail. C'est-à-dire que, évidemment, ça vient aussi avec l'argent, et ça doit venir avec l'argent, puisqu'il faut être rentable, naturellement, mais c'est un équilibre. Enfin, c'est comme ça que moi, si je dois m'exprimer d'un point de vue personnel, je vois les choses. C'est-à-dire que si le matin, j'étais malheureux en allant travailler, même si c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement qui peut paraître complètement démesuré pour beaucoup de personnes et beaucoup de sacrifices. Moi, je n'y vois pas que des sacrifices, j'y vois aussi des sacrifices, naturellement, parce que c'est des sacrifices de temps, c'est des sacrifices de ne pas vouloir voir sa famille quand on veut. Mais c'est aussi pas seulement autour de l'argent, c'est autour de la réalisation personnelle. Et ça, c'est sans honte qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que ce métier, ça fait 20 ans que je l'exerce, m'a permis de me réaliser
sur plein de domaines, sur plein de points, m'a permis de rencontrer des gens fabuleux, énormément, parce qu'on fait beaucoup de dossiers à la fois et beaucoup de dossiers chaque année, différents domaines, le cinéma, Mars, plein d'autres. On a eu le sport, etc. Et c'est formidable, ces rencontres, et c'est cet aspect humain qui est passionnant. Et c'est ce qui façonne d'ailleurs. Enfin, là, vous décrivez chacun vos univers professionnels, et il est a priori plus facile dans certains milieux professionnels, les milieux artistiques notamment. Enfin, il y a des. Comment puis-je dire, tourner les choses poliment? Il y a des mondes professionnels plus sexy que d'autres, quoi. Non? Bon. Voilà. Mais je vous avais compris ce que j'ai dit. Je veux dire, il y a des. Non, personne ne devrait. Bon. Après, il y a le côté créatif qui, dans tous les métiers, souvent on associe la créativité à des métiers artistiques. Moi, on parle beaucoup de créativité dans mon métier, mais je pense que mon comptable aussi doit être créatif dans sa façon de résoudre ses petits soucis du quotidien et de trouver des nouvelles techniques pour être plus efficace, pour accompagner au mieux toutes nos problématiques du quotidien. Donc en fait, le côté... et je pense que cette passion-là, c'est le plus important. Et finalement, l'argent, c'est un biais pourquoi les gens veulent de l'argent, c'est pour une sorte de sécurité et finalement pour se dire qu'ils vont avoir accès à une vie confortable après, personnelle. Mais en fait, je pense que pourquoi décorréler les deux? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vie professionnelle et personnelle épanouie en même temps? Moi, je considère mon travail comme ma famille, comme mon hobby, comme quelque chose que j'aime, et même les choses que j'aime pas. On va prendre l'exemple de la comptabilité, encore, je suis pas très à l'aise avec les maths, mais j'apprends à l'aimer et en fait, j'en fais mon ami. Et comme ça, quand je dois faire de la compta... Ne vexez pas les experts comptables qui sont présents dans moi, j'ai une admiration énorme envers ce métier-là parce que justement, je trouve ça tellement difficile parce que j'ai un problème avec les... Bravo. Non, j'ai une énorme admiration parce que moi, c'est très difficile pour moi. Et donc, du coup, c'est là où j'en fais quelque chose que j'aime. J'apprends à l'aimer. Et comme ça, chaque moment, j'apprends à l'aimer et j'apprends aussi bien dans ma vie de famille que dans ma vie de travail. Finalement, c'est ça qu'on a de plus précieux. On cherche tous ça, je pense. On cherche pas. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui cherche absolument l'argent. Ça va pas nous faire mourir plus vieux, hein, je pense. Hein. Donc, je pense qu'on a un peu tous le même but, c'est cet équilibre-là, finalement. Merci. Alors, il nous reste... Alors, attendez. Alors, Véronique qui est là, vous pouvez répondre. Allez-y. Pour dire un petit mot, je suis allez-y. d'accord. Il nous reste 2 étudiants, c'est ça? Il faut absolument qu'on se donne des objectifs à soi-même quand on est en mesure de pouvoir le faire, ou de manière collective quand on est à l'intérieur d'une entreprise ou même d'un conseil d'administration. Si on n'a pas déterminé cet objectif, on sera toujours malheureux, parce qu'on aura toujours, on ne saura pas pourquoi. Effectivement, il faut faire attention aux problèmes comptables, par exemple. Ouais. Voilà. Merci. Alors, il y a une personne qui vient de quitter la salle, c'est la première. Vous êtes tous très attentifs, fabuleux. Allez-y. Oui, bonjour. Flore Vachon, étudiante en communication au CELSA. On parle beaucoup de rebondir après un échec, mais moi, je me demandais comment on rebondit après une franche réussite. Quand on a obtenu l'ultime validation, je pense notamment à vous, Nina Métayer, qui avez été consacrée dans votre domaine. On pourrait penser que vous avez fini le jeu quelque part. Où on trouve... est-ce que le plaisir de faire se suffit à lui-même quand on n'a même plus d'objectif? Alors en fait, c'était pas du tout un objectif, donc c'est pour ça que ça met juste un challenge supplémentaire. C'est souvent les questions, c'est quoi l'étape du dessus? Je la connais pas encore, mais je vais essayer de faire la responsabilité qu'on m'a donnée, en me donnant ce titre, je vais essayer de la remplir correctement à tous les jours. Et en fait, ce qui est assez important aussi, c'est d'anticiper la réussite, et ça, je l'ai appris un petit peu à mon gré aussi, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à une reconnaissance à ce moment-là. Et je ne m'étais pas préparée finalement à cet afflux de clients qui est arrivé et tout ça. Et en fait, heureusement que j'ai une équipe incroyable où finalement, ça a emmené tellement de belles choses positives et que tout le monde a trouvé l'énergie. Mais heureusement que j'avais des bonnes bases. J'étais bien accompagnée pour pouvoir le faire. Parce qu'en fait, ce beau cadeau qu'on m'a offert en me donnant ce titre, j'aurais très bien pu ne pas pouvoir l'exploiter parce que je n'avais pas anticipé la réussite. Et c'est vrai que c'est aussi une belle leçon que maintenant j'essaye aussi qu'on essaye d'anticiper. C'est pareil avec les boulangeries de La Rochelle. Du coup, on a fait différemment. On s'est dit, si ça marche, comment on va faire? Et c'est là où on construit, au cas où si ça marche. On construit un petit peu. Au cas où si ça marche. Au cas où. Au cas où ça marche bien et on en profiterait. Mais si on ne construit pas dès maintenant des bases solides avec assez de personnes à chaque étape et des personnes qualifiées,
qu'on va emmener avec nous. Et les personnes, on ne peut pas les prendre comme ça et ça marche d'un coup. Et c'est pas, il faut travailler ensemble, il faut grandir ensemble. Parce que un pâtissier qui travaille même dans une très belle maison, on n'aura pas les mêmes demandes chez nous qu'il aura eu ailleurs. Donc on aura 6 mois de formation minimum de toute façon. Il y a quelqu'un qui veut la parole là-haut? Oui, bonjour. D'avril, parce j'ai un grand phare. Ouais. Là, Bonjour, Jean-Yves Le Porcher, je suis designer. J'ai eu la chance de travailler pour et avec de nombreux chefs d'entreprise. Certains qui ont réussi, certains qui ont échoué. On a échoué ensemble et on a réussi ensemble. Il y a un mot que je n'ai pas beaucoup entendu pour l'instant et qui, d'après moi, est un mot intéressant dans l'échec et la réussite, c'est l'ego. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui ont pris, d'après moi, de mauvaises décisions à cause de leur ego. Et ça m'intéresse de savoir comment vous avez, dans vos quotidiens, géré cet ego. C'est-à-dire, il faut que je réussisse parce que sinon je vais décevoir. Et du coup, je n'accepte pas l'échec. Enfin, voilà, cette relation entre le succès, l'échec et l'ego. L'ego, la susceptibilité aussi, parce qu'on a coutume de... Enfin, est-ce qu'on doit dire la vérité à son patron, un patron égocentré qui se met dans tous ses états si on lui parle mal ou... Je suis content de cette question parce qu'elle permet de dire un truc qui me semblait le plus important. Par chance, Charles Pépin, hier, a fait une chronique sur France Inter exactement sur le thème qu'on aborde aujourd'hui. Donc j'ai noté pas mal de trucs. Vous récitez du Pépin depuis tout à l'heure, en fait. Non, justement, mais il faut que j'en place un. Et c'est maintenant que je vais le placer parce que ça m'a vraiment semblé génial. Il a dit il faut dépersonnaliser l'échec. C'était pour... Si on se plante dans son projet entrepreneurial, on s'est planté dans notre projet entrepreneurial. Mais ça ne fait pas de nous quelqu'un qui a complètement échoué dans tout dans sa vie. On a échoué dans ce projet-là. Et il le prenait aussi dans le même sens en me disant, c'est pas parce qu'on a réussi un projet qu'on est le roi de l'univers. Donc vraiment, il insistait sur cette idée, l'entreprise ou un échec en général, on a échoué sur ce point-là. Mais il reste un peu ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Pascal, tout le reste de votre vie. Et il faut vraiment, justement, peut-être pas mettre trop d'ego et d'affect dans un échec qui n'est qu'un composant de la vie. Il y a quelques années, j'avais animé au MEDEF pour l'association 60 000 rebonds une table ronde avec 5 ou 6 entrepreneurs qui avaient vraiment échoué. Ce que vous connaissez, des faillites. Et donc, ils expliquaient tous à quel point ils le prenaient personnellement, à quel point les gens ne voulaient plus leur parler, parce que l'échec, c'était eux-mêmes. Ils incarnaient, ils illustraient l'échec en eux-mêmes. Et c'est intéressant ce que dit Pépin, hein, comme toujours. Mais est-ce que c'est français, ça, d'ailleurs aussi, Déjà, l'entrepreneur qui échoue, c'est une blessure d'ego absolument incroyable. C'est-à-dire que tous ceux que je vois à longueur de mois, souvent on les suit pendant une année et demie, etc., ce sont des hommes blessés. Et ça, c'est véritablement incroyable, d'où en fait le fait que c'est un métier de psychologue, bien souvent. C'est-à-dire qu'il faut remonter les gens, il faut les accompagner, même peut-être physiquement. Et donc, il y a cette dimension totalement charnelle de la chose qui est assez incroyable. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un échec financier, ça dépasse de très loin un échec financier. Ça mobilise toute la vie, on ne dort plus. Ses amis, certains ne parlent plus. Exactement. Son épouse le quitte. Trahissent. Tu n'es qu'un bon à rien, etc. Tu te fais avoir par tout le monde. Et je vois ces cas-là très, très concrètement. Et ça rejoint ce que disait monsieur. Donc ça, c'est pendant la difficulté. Et ça rejoint aussi en amont de la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la lucidité. Je lis la lucidité et l'ego. C'est-à-dire que pourquoi on n'est pas lucide ? Parce qu'on a trop d'ego. Et qu'effectivement, on n'ose pas s'avouer le fait qu'effectivement, on va à l'échec. Et donc, on contourne. On a sa place dans la société, on a sa place parfois dans un milieu, et on ne veut pas quitter cet emplacement, quitter cette place par ego, parce qu'effectivement, il y a tout ce qui suit derrière. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on le sait. Les autres autour de soi le savent aussi, et personne n'ose, alors on ne va pas citer de nom, mais personne n'ose dire les 4 vérités à son patron, c'est bien parce que c'est le patron et parce qu'on est bien en place tranquillement. Cette expérience, je l'ai vécue de nombreuses fois, c'est-à-dire le fait d'avoir des clients avec qui j'ai dit parfois un peu trop brutalement la vérité et qui reviennent 7-8 mois après dans un autre, malheureusement, contexte, souvent trop tard,
Et souvent, comme j'ai l'habitude de dire, c'est minuit plus 2 ou plus 3, c'est-à-dire qu'il est trop tard pour sauver l'entreprise. On essaye quand même, mais c'est vrai que s'ils avaient eu cette lucidité quelques mois avant, ça aurait été bien mieux. Lubris, merci Laurent. Pascal Ruffnac, alors il nous reste, je ne vous oublie pas, hein, il nous reste 7 minutes. Non, après, il y a l'ego, bon, qui est mais il y a aussi les personnalités singulières. Il faut pouvoir faire vivre des personnalités singulières dans les entreprises, sinon elles s'arrasent par le bas. C'est pas évident, les personnalités singulières à gérer, surtout que on doit, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de faire que ces objectifs, si on est responsable d'une entité, voilà, que ça devienne des objectifs de tous. Donc déjà, ça c'est un travail énorme, hein, de créer ce sentiment-là. Voilà, heureusement, aujourd'hui, il y a des outils juridiques. Hein. Je pense que la loi Pacte, l'entreprise à mission, c'est une façon de faire exister encore plus ces objectifs pour tous. Hein. Voilà, moi, il me semble que ça va dans le bon sens. Et on voit bien qu'il va y avoir une concordance de plus en plus forte entre les critères financiers et les critères éthiques, sociaux, etc. La CCRD là, qui arrive bientôt cherche à faire cette connexion-là. Donc de plus en plus, on va aller sur ce terrain-là. Mais dans les entreprises, les personnalités singulières sont difficiles à voilà. Et en même temps, c'est vrai qu'elles peuvent apporter énormément, parce qu'elles voient plus loin, parce qu'elles ont, etc., et qu'elles permettent d'un seul coup à des organismes de se projeter. Voilà. Donc, et c'est pas forcément des chefs. Oui, voilà. mais on peut, entre ego et singularité. Et ben il peut y avoir des gens très créatifs, très singuliers, oui, mais qui n'ont pas forcément du bris ou de. Et puis la création n'excuse en rien les comportements égotiques. Mais la singularité, c'est autre chose pour moi. Ouais. C'est vraiment sa capacité à apporter une voix singulière dans des univers qui peuvent vite devenir uniformes. Voilà. Merci Pascal pour ce complément. Chère madame, vous êtes la dernière étudiante à vous exprimer. Bonjour à tous et à toutes. Salma Berrat, étudiante à l'École normale supérieure à Paris-Saclay, en sciences pour l'ingénieur. Alors ma question s'adresse à vous, Laurent Cotterêts. Dans votre quotidien, vous sauvez des sociétés en situation critique. Comment est-ce que vous gérez les attentes de vos clients lorsqu'un résultat favorable est incertain? Quel est votre état d'esprit quand la réussite est a priori impossible? Alors quand la réussite est... Déjà, c'est ce concept de lucidité, l'avocat doit l'avoir déjà, premièrement. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on sait à peu près quand on a une chance, raisonnable ou pas, d'y arriver. Et en fait, tout est dans la prévention, c'est-à-dire dans le fait, la prévention et la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement pédagogue dans son approche, expliquer, bien faire comprendre le contexte, bien faire comprendre que ça va être difficile, expliquer pourquoi. Ne pas dire que c'est parce qu'on a peur, c'est pas parce qu'on a peur, c'est parce que c'est difficile par définition. Et donc comme c'est difficile parce que le dossier est difficile, parce que la jurisprudence n'aide pas, parce que le tribunal raisonne de la façon suivante, et surtout accompagner, c'est-à-dire faire venir le client à l'audience, etc., bien lui expliquer. Il n'y a rien de pire en fait que quelqu'un, que survendre quelque chose, que survendre un résultat, et puis laisser tomber le client derrière parce qu'on échoue. En fait, c'est frustrant. Deux, pour moi, c'est l'échec de l'avocat, c'est-à-dire que ça ne me satisfait pas, même si on a les honoraires à la fin. Enfin, on ne peut pas considérer ça comme satisfaisant. Et donc, le sujet, c'est vraiment dans l'accompagnement, la prévention, l'explication, et faire en sorte que ça soit un échec collectif. C'est important, l'aspect collectif. Et même si je tiens à dire qu'il faut aussi que l'avocat puisse prendre un recul, c'est son rôle, c'est-à-dire il doit à la fois avoir du recul et être impliqué comme si c'était son résultat. Et en suivant ce chemin, eh ben on arrive à souvent rebondir, c'est-à-dire trouver d'autres stratégies, transiger, parce que nous on considère que, et j'ai l'habitude de le dire, qu'aller au tribunal c'est un échec, qu'on gagne ou qu'on perde. C'est un échec qu'on gagne ou qu'on perde. Donc c'est pour ça qu'on transige aussi beaucoup dans les dossiers. Laurent Cotterêts, vous pouvez garder votre micro, j'ai un truc à vous demander. Quand vous parliez tout à l'heure de ces cas où on vient vous voir et vous le savez pertinemment que l'interlocuteur que vous avez en face de vous, dans 8 mois, 9 mois, ça va pas le faire, quoi. Et
est-ce qu'on peut quantifier donc ce nombre de un pourcentage, c'est peut-être compliqué, mais je rêve d'avoir une étude là-dessus. C'est-à-dire, vous recevez quelqu'un, vous avez conscience de la chose, il a peut-être, si je vous écoute bien, conscience aussi de ça, mais pour X ou X raisons, ça ne se fait pas. Ça arrive souvent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive de moins en moins. Il y a toujours, disons, une vieille garde qui considère qu'effectivement, il ne faut pas s'approcher du tribunal de commerce, que c'est la honte, que c'est la banqueroute, notamment chez certains banquiers d'affaires, je ne dirais pas de nom, mais les esprits ont beaucoup évolué et les règles de prévention des entreprises, je pense au mandat ad hoc, je pense à la conciliation, je pense à la médiation sur les contentieux, se sont développées à partir de 2003, 2004, 2005 et aujourd'hui sont rentrées dans les mœurs. Et donc ça aide considérablement la chose et donc ça arrive de moins en moins. C'est la bonne nouvelle. Merci. Il nous reste 1 minute. Si quelqu'un veut poser une ultime question, quelqu'un encore dans les phares, là-bas, je vois pas. Tac, tac. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé ça très intéressant d'entendre parler de la réussite professionnelle, mais je me rends compte qu'il n'y a eu que certains moments où on a parlé d'autres aspects de la réussite, et je parle pour ma génération, en tout cas je parle pour moi. Je me rends compte que par exemple j'ai grandi avec la réussite professionnelle qui a été la réussite, et aujourd'hui on se rend compte qu'en fait il n'y a pas que la réussite professionnelle, mais la réussite personnelle, physique, si on a une blessure et qu'on doit réussir à s'en sortir, que ça prenne des mois ou des années. Et je me demande si, parce que dans les pays nordiques c'est très différent, si c'est très français en fait de mettre l'aspect, ou plutôt l'accent sur la réussite professionnelle, au lieu de la voir, en tout cas d'une manière plus globale. Plus harmonieuse. Plus harmonieuse, parce qu'on sait très bien que si professionnellement ça ne se passe pas bien, comme certains d'entre vous l'ont dit, alors la relation avec sa femme se passera moins bien, avec ses amis, et tout le reste, en fait, on va en pâtir. Donc qu'est-ce que vous en pensez d'essayer de mettre un peu plus l'accent sur une réussite globale et non seulement sur la réussite professionnelle, car ça met vraiment une pression. Merci, ce sera le mot de la fin. Alors, qui souhaite répondre? Marc, c'est pour vous. Alors, mais c'est juste un point, c'est que je crois qu'on nous a amenés sur ce panel pour notre expérience professionnelle. Donc, on n'a pas de légitimité pour parler d'autre chose, je crois, en tout cas pour certains d'entre nous, que du monde professionnel ou du monde dans lequel on a évolué. Donc, loin de nous, je crois, l'idée de dire que c'est pas important. C'est juste que, en tout cas, je ne suis pas la bonne personne pour en parler, ça j'en suis certain. Véronique qui est là, il est 16h, vous avez donc le mot de la fin. J'avais juste envie de citer une petite phrase de René Char. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. C'est beau. Eh bien, chers amis, il est 16h01. Donc, merci infiniment de votre présence. Merci à tous et bon dimanche. Au revoir.